Je suis touchée d'être ici parmi vous pour rendre cet hommage à Madame Derry-Mochon en vous parlant de Anita Marion, une noble maîtresse d'école de rang qui a marqué mon enfance. Excusez-moi. Ça allait mieux. Anita Marion. Quand je repense à mes premières années d'école, c'est toujours avec tendresse. Et c'est toujours le même visage flou, orné de boucles brunes que je revois. Ma maîtresse, Anita Marion, était une jeune femme célibataire d'une vingtaine d'années, toujours vêtue de belles robes qui se mouillaient parfois sous les bras de taches sombres parce qu'elle jouait au ballon chasseur avec nous. J'ai eu le bonheur de la voir pour enseignante, non pas une ni deux, mais 4 années durant mon cours primaire. Chaque matin, les 2 grands tableaux noirs étaient couverts d'opérations de mathématiques et d'exercices de français. Un coin pour chaque division. Après s'être assurée que tout le monde avait compris, elle appelait un élève à son bureau et à voix basse lui donnait une leçon particulière. C'était l'époque où l'on travaillait seul, en silence, mais où l'on était sanctionné à voix haute devant tout le monde. Comme j'avais de bonnes notes, j'étais souvent félicitée, mais pas plus qu'il ne fallait. J'appréciais cette délicatesse, car j'étais timide. Et parce que j'avais un sens aigu de la justice, j'appréciais tout autant que les derniers de classe ne soient pas trop longuement pointés du doigt. Ma maîtresse aimait tous les enfants, ça se sentait, et en retour, je l'adorais. Pédagogue généreuse, exigeante sans être sévère, elle aimait nous récompenser en nous faisant la lecture. C'est au cours de ces moments délicieux que j'ai découvert Moby Dick et l'univers merveilleux de la littérature. Je tremblais littéralement pour la baleine blanche, poursuivie par le fanatique capitaine Ahab. Rétrospectivement, je réalise que notre jeune enseignante se souciait vraiment de stimuler notre goût d'apprendre et notre créativité. Et pour ça, elle avait plus d'un tour dans son sac. Un après-midi, en rentrant de récréation, encore essoufflée et le front mouillé de sueur, j'avais noté son sourire étrange et sur le coin du grand pupitre, un poste de radio. Je regagnai ma place sans poser de questions, mais dans ma tête, ça se bousculait. Jamais encore une radio n'était entrée à l'école. C'était pour les adultes, un instrument d'information avec de la musique et autres frivolités. Comme d'habitude, je me suis assise à mon pupitre et j'ai fermé les yeux, la tête entre les bras pour écouter l'histoire de la semaine. À ma surprise, c'est une voix pointue qui s'est adressée à la classe, appuyant chaque syllabe et chaque liaison d'un claquement de langue, nous présentant les mots comme des personnages vivants. Jean-Marie Laurence, parce que c'était lui, nous expliquait qu'il fallait utiliser le mot juste à sa juste place. Laisser le prélat sur le pont des bateaux, là où il protégeait les marchandises, pour installer le linoléum sur le plancher de la cuisine. Dérouler le tapis sous le pas de la porte et étendre la moquette sur le plancher d'un mur à l'autre du salon. Je n'avais jamais entendu parler de moquette ni de linoléum. Je ne savais pas très bien ce que je ferais de tous ces mots savants, mais j'étais transportée de curiosité et de plaisir. Je n'avais qu'une envie, entendre encore et encore Jean-Marie Laurence nous parler des mots. Le français a joué un rôle important dans ma vie professionnelle. Parallèlement, d'une manière plus intime, par leur beauté et leur force,
Les mots m'ont habité et l'écriture est devenue pour moi une passion. Nul doute, si les mots se sont entortillés ainsi en moi depuis l'enfance, je le dois à des personnes généreuses, spéciales, dont cette jeune enseignante passionnée, Anita Marion, qui s'efforçait de nous toucher avec les pauvres moyens mis à sa disposition. Aujourd'hui, j'aimerais souligner la chance que j'ai eue de la croiser sur ma route et lui dire merci. Bravo. Hommage à Madame Jacqueline Derry-Mochon. Je pense que ça va. Ça va. Jacqueline Derry-Mochon, une femme d'action, mère de famille nombreuse, amoureuse et fervente de la langue française, au service des uns et des autres. Elle fait partie des membres de la fondateur de la Société littéraire de Laval en 1985. Je me sens honorée d'avoir assisté à quelques-uns de ces ateliers. Suite à plusieurs de mes lectures et à la réflexion d'une participante qui soulignait la forme et la couleur de mes écrits, elle m'a indiqué avec conviction « Retiens métaphysico-poétique », ce qualificatif qui convient si bien au thème que tu nous proposes et qui retiennent chaque fois notre attention. C'est ainsi que je continue de présenter ces ensembles de mots qui défilent en ma pensée sur papier, l'écriture faisant partie de ma vie. Un grand merci à Madame Jacqueline Derry-Mochon en me remémorant sa douceur et cette timidité qui lui rosissait les joues quand on l'appelait au micro. J'ajoute ce pari qui déborde du cadre de la raison, que par la grâce de notre esprit qui est lumière, confort et générosité, nous puissions cueillir en existence le fruit de l'expérience. Alors, nous étions en 1993, je rêvais de devenir écrivain et à ce titre, je m'étais inscrit, j'étais devenu membre de la Société littéraire de Laval. Et une des premières choses que j'ai faites, je me suis inscrit aux ateliers de création littéraire de Jacqueline Derry-Mochon. Vous savez, Jacqueline était une personne extrêmement compétente d'un côté, mais de l'autre côté, très démocrate. Elle laissait à tout le monde autour de la table le plaisir de critiquer un texte, se réservant la conclusion pour après le tour de table. Inutile de dire que chacun y allait à cœur joie dans les textes des autres. Alors, suite à un atelier particulièrement éprouvant, rendu à la maison, j'ai mis ma frustration par écrit. Et ça donne le texte qui suit, que j'ai intitulé « L'atelier des écritures ». Alors, avez-vous des textes à proposer, demande Adélaïde, l'animatrice d'atelier, à son groupe d'écrivains en herbe. J'ai écrit un mot avance timidement, Hugo. Un mot, dit-elle, avec une pointe de surprise dans la voix. En as-tu fait des copies pour tout le monde? Oui, répond Hugo, en distribuant de belles grandes feuilles avec au centre, bien en évidence, le mot saigner. Et je l'appelle S-A-I-G-N-E, accent aigu, E, avec un S majuscule et un point à la fin. Devant l'étonnement du groupe, il croit bon d'expliquer combien il lui est difficile d'écrire et que ce mot exprime tout l'effet que cela lui cause de livrer une partie de lui-même à travers un texte. Alfreda rompt la gêne du silence
qui suit cette remarque d'un commentaire direct. Pourquoi le féminin, Hugo? As-tu peur d'affirmer ton sexe? Enlève-moi ce E muet inutile. Tu t'es saigné en écrivant ce mot et tu le confesses? Saigné. Bravo pour ton courage d'affronter la critique. C'est un peu long, reprend Armande, plus sérieuse. Je suggère d'enlever le A. Les A, c'est tellement commun. Tu obtiens un bien plus beau mot et qui t'appartient tout autant. Signé. C'est ta signature. Tu as signé ton œuvre. À quoi sert un document signé et sans contenu? Réplique Albertine, fougueuse. Moi, j'enlèverai aussi le S. Igné. Voilà un mot plein de chaleur et qui explose comme un volcan. Pour moi, c'est un mot très fort et qui dit tout. Un volcan, c'est bien beau, rajoute Alice, toute douce. Mais j'aimerais mieux qu'on s'en tienne à la personne humaine plutôt qu'à la nature. Les sentiments expriment davantage que des paysages. J'enlèverais le G. Et le texte deviendrait inné. Voilà qui traduit bien toute la créativité qui jaillit spontanément de l'imaginaire. Mais tu ne peux pas dire cela, Alice, souligne Alphonsine, avec une pointe de malice. Inné s'écrit avec 2 N. Inné, qui veut dire né à l'intérieur. Dans ta ligne de pensée, j'ôterais en même temps le I. Et on obtiendrait à peu près la même chose, soit le mot né. La naissance d'un mot, n'est-ce pas poétique? La naissance? Peut-être. Mais je n'aime pas le N, affirme Annie. Ça fait trop négatif. Pourquoi ne pas garder juste le et accent aigu? Ça se prononce bien et ça cache tellement de sens possibles, selon l'intonation qu'on lui prête. Chaque lecteur peut l'interpréter selon son propre état d'âme, sans trahir l'auteur. D'ailleurs, une fois écrit, le mot ne lui appartient plus. Moi aussi, j'aimerais dire quelque chose, poursuit Adèle. Je trouve que l'accent aigu est superflu. Le E se suffit à lui-même. C'est sûrement la lettre la plus courante de l'alphabet. On le retrouve aussi souvent à la fin des mots. Chacun peut imaginer le mot qui le précède. C'est d'une puissance. Libre à chacun de l'entendre comme il veut, sonnant ou muet. Oui, mais ce n'est pas tellement original. Tout le monde peut écrire des E, rétorque Agathe. Moi, je n'en mettrai pas du tout. Et toi, Hugo, tu ne dis rien, demande Adélaïde. Je me retrouve avec une belle page blanche. Vous pourriez me publier en première page de la revue? Non, répond encore ses amis de l'atelier. Tu ne le peux pas. Il faudrait que tu enlèves le point. Je n'en ai pas question, réagit Hugo, qui commence à sentir la moutarde lui monter au nez. Un point, c'est vital. Ça clôt un texte, un mot, et pourquoi pas une page blanche. S'il n'y a pas de point, celle-ci continuerait sur les pages suivantes, et toute la revue serait blanche. Y avez-vous songé?